Avant la pause, nous étions en train d'évoquer cette attaque au niveau de la Côte d'Ivoire, attaque dans le nord du pays qui a fait une dizaine de morts parmi les militaires ivoiriens. Alors, vous le rappeliez tantôt, c'est que on ne peut pas, puisque l'état-major ivoirien ne parle pas encore d'attaque terroriste, mais le mode opératoire laisse penser que ce sont des djihadistes qui ont opéré. Oui, et lorsque vous prenez surtout cette opération qui a été organisée par les états-majors, normalement c'était une opération, on peut le dire, offensive. Mais je pense que désormais, c'est une réclamation de territoire qu'ont fait les djihadistes. Et cette zone étant repérée comme une zone à risque, je pense que c'est désormais une zone à risque djihadiste et qui va l'être dans la durée. Parce qu'avec cette mode-là où les états-majors ont estimé que ils ont fait un ratissage, les armes ont été saisies et que ces hommes-là sont venus en débandade. Même, ça a été expliqué lorsque nous prenons surtout une zone forestière, c'est le cas même avec Boko Haram jusqu'au jour d'aujourd'hui qui était installé dans la durée au niveau du Nigeria. C'est la même chose qui va se passer aujourd'hui. Je pense qu'au lieu d'être, il faudrait quand même combiner les deux stratégies, offensive et défensive, parce qu'aujourd'hui, lorsqu'on nous dit que voilà, les gens ont été surpris, je pense que c'est pour mettre un peu du bémol de ce qui s'est passé, parce que il est dit, aucun soldat ne peut être surpris à partir du moment où vous êtes engagé. Et tout le temps, d'ailleurs, même un soldat, je pense qu'il doit être toujours en éveil. Et c'est pour mettre un petit bémol. Mais ça voudrait dire quelque part, comme je le disais tantôt, c'est de l'impréparation et le fait que ces armées-là ne sont pas habituées pour la plupart du temps à ces genres d'attaques. Parce que lorsque nous avons dit avec l'attaque du Grand Bassam, où le mode opérateur est totalement différent. Les gens ont pris le temps de pouvoir connaître réellement le terrain. Aujourd'hui, avec ceci, je pense que c'est une réclamation entière de terrain qu'ont fait les djihadistes. Et ça, je pense qu'il faudrait réellement d'abord augmenter l'effectif des soldats en poste sur ces deux localités-là et permettre à ce qu'au lieu d'une dizaine, parce que cette zone-là est frontalière du Mali à du Burkina à une dizaine de kilomètres, il faudrait quand même rapprocher des bases ou carrément voir comment mutualiser les deux efforts pour quand même partager les deux états-majors pour que l'effectif des soldats mobilisés sur cette zone-là soit beaucoup plus conséquent parce que entre-temps, on avait estimé que c'était des gens isolés qui étaient donc un peu, disons, en effectif réduit. Aujourd'hui, on constate que c'est des gens qui sont réellement, ils ont pris leurs racines dans cette zone-là. Donc, il faut réellement étendre. Pourquoi pas collaborer avec les autres États qui n'ont pas pris part à cette opération de ratissage parce que, comme le disait tout à l'heure Vivien Tomi, c'est une zone de 3 frontières comme ce qui se passe de l'autre côté. Et lorsque vous avez une zone de 3 frontières, lorsque vous ne définissez pas réellement au niveau de ces 3 pays le mode opératoire entre les états-majors, c'est souvent aussi difficile parce qu'il y a une question de souveraineté aussi qui refait toutefois sur surface. Or, lorsque nous sommes, disons, dans ces attaques djihadistes-là, il faut taire un peu ces questions de souveraineté, regarder vraiment le mal en face et pouvoir donc le contenir. Sans quoi, c'est une réclamation de zone, comme je le disais tantôt, et ça serait pour la durée. Est-ce qu'on doit, à partir de ça, se dire que désormais, la Côte d'Ivoire est aussi dans l'œil du cyclone? Oui, en fait, ça c'est bien évidemment. Ouais, les djihadistes sont en train de ratisser large, parce qu'ils sont en train de quitter le Burkina, en train de faire leur incursion. Ils sont actuellement en train de monter vers la côte ouest africaine, et donc je le disais tantôt. Et donc, il faut que les États mutualisent les efforts pour mettre hors d'état de nuit ces djihadistes-là. C'est vrai, ce ne sont pas comme ça, c'est des groupes très bien organisés. Aujourd'hui, leur mode opératoire, même quand vous voyez déjà, vous savez déjà que c'est des gens qui ne sont pas sortis comme ça pour mener ces activités, ces actions. C'est des gens qui sont bien organisés. Et derrière, comme on le disait, quand vous regardez bien, vous allez constater que cette attaque a été même revendiquée par un groupe qu'on disait qui sont qui sont le soutien des musulmans et même de l'islam. Et donc, qui sont proches de l'Al-Qaïda. Donc, aujourd'hui, ces groupes-là, je crois que si les États mutualisent les efforts, on risque de finir, puisque la zone même à laquelle nous sommes en train de parler tout à l'heure, vous savez, cette zone, quand il y avait mutualisation de cette opération entre la Côte d'Ivoire et le Burkina, ils avaient presque anéanti la zone ou détruit la zone. Mais je ne sais pas à quel moment ces djihadistes sont encore réorganisés pour revenir donner leur revanche, puisque quand vous regardez l'attaque, c'est une revanche. C'est pour dire, dites-vous que vous pensez nous
vous croyez nous faire voir que nous n'existons plus. Nous sommes toujours là, nous sommes présents, nous pouvons faire ce que nous pouvons. Et actuellement, c'est ce qui est inquiétant. Si la Côte d'Ivoire, même les autorités ivoiriennes donnent des alertes que la zone nord-est doit être une zone strictement surveillée parce qu'on interdit même les déplacements vers les zones comme ça parce que il se pourrait que, quel que soit le cas, les djihadistes se trouvent dans cette zone-là et qu'il faut faire extrêmement attention. Même le Premier ministre, je crois c'est français, je crois, qu'il a donné une alerte comme ça pour tout déplacement vers la zone, vers chose genre de zone, justement. Donc, il faut faire extrêmement attention. Et bon, je crois que les djihadistes aujourd'hui n'ont pas fini de donner leur mot. Ils sont en train de dire que nous sommes présents, ils ont profité de Covid-19 et puis ils sont en train de mener des activités dans clandestines pour pouvoir surprendre toute la zone ouest africaine. Et c'est ça qui est dangereux. L'Afrique est capable, les États sont capables. Heureusement que vers le Togo, en prenant la frontière du Togo et du Burkina, enfin de la Côte d'Ivoire, c'est sécurisé. La frontière Ghana, le corridor, c'est sécurisé, justement. Donc, vous savez que c'est ces efforts de mutualisation que les États doivent renforcer pour justement mettre hors d'état de tenue ces terroristes. Justement, sur les efforts de mutualisation qu'évoquait Komi Mayaba, on voit beaucoup d'efforts, beaucoup d'opérations conjointes, mais on n'a pas l'impression que ça ait véritablement d'impact sur, j'allais dire, la descente du terrorisme vers la côte. Quand il s'agit de l'Afrique et surtout de l'Afrique de l'Ouest, par exemple, je crois qu'il y a d'abord un problème de logistique, un problème de moyens financiers aussi. Vous savez, quand on mutualise les forces pour lutter... Quand vous regardez les budgets de la défense depuis que ces affaires sont apparues, ça s'est multiplié par 10, par 20, mais ça ne suffit pas. Ça ne suffit pas parce que vous savez, quand vous mutualisez vos forces pour lutter contre des terroristes ou les djihadistes, il y a quand même la part que chaque pays doit prendre en charge. Première chose. Maintenant, au niveau international, normalement, il devrait y avoir plus de moyens pour qu'on puisse disposer des avions qui survolent la zone, qui fassent effectivement des reconnaissances, comme on le dit chez les militaires. Il faudrait que le service de renseignement soit renforcé parce que les djihadistes, ils sont dans la population. Ils viennent habillés en civil, ils font leur recoupement, ils font leurs enquêtes, ils connaissent les positions et ils s'organisent et pour la plupart du temps pour venir attaquer. Alors, si on prend cette zone qui a été objet de l'attaque la dernière fois, le Burkina sécurise sa partie, et la Côte d'Ivoire sécurise sa partie et le Mali sécurise sa partie. Maintenant, il faudrait qu'il y ait une force tampon qui puisse coiffer l'ensemble des efforts pour qu'on puisse savoir au moins que, envoyer, ne serait-ce que sur les satellites, sur cette zone, qu'il y a quand même des déplacements à cette heure-là où, bon, on a un peu de doute et commencer par contrôler. La seconde chose, c'est que les pays qui sont nos amis comme la France, les États-Unis, l'Allemagne et autres qui ont l'habitude de nous aider sur certains champs d'opération, bon, ne semblent pas être très intéressés par le fait, effectivement, de tout mettre en œuvre pour casser les djihadistes dans cette zone. Voilà des pays qui se disent aussi souverains et qui n'arrivent pas à contrôler tout le territoire. Parce que si vous prenez les services de renseignement, on sait à peu près vers quelle zone se trouve le Boko Haram. On sait à peu près vers quelle zone on peut retrouver les djihadistes. On connaît ceux qui sont là et on voit même des fois leurs mouvements, mais on n'arrive pas à les attaquer. Comment est-ce que vous pouvez comprendre qu'un grand pays comme le Nigeria ne puisse pas avoir les renseignements nécessaires pour arrêter ces filles-là qu'on était venu chercher dans une école. Alors, même après des années, on n'arrive pas à récupérer toutes les filles. Et il a fallu faire plutôt des négociations. Alors, je me dis, est-ce qu'on veut lutter efficacement et d'une façon professionnelle contre le terrorisme, où on attend que les djihadistes attaquent d'abord et puis après on répond? Aujourd'hui, il est très important que la CEDEAO intervienne et que la CEDEAO puisse mobiliser les fonds nécessaires pour que cette zone, qui est quand même identifiée comme une zone dangereuse, soit neutralisée, pour qu'on puisse effectivement avoir la paix. Et aucun pays n'est à l'abri de l'attaque terroriste aujourd'hui.
Si le président Faure Gnassingbé du Togo a fait le déplacement sur Dapaon pour rencontrer les militaires qui sont en fraction là-bas, ce n'est pas juste parce qu'il avait un temps libre, non, mais c'est stratégique parce que aujourd'hui nous sommes à la porte du Burkina Faso et les attaques qui sont répétées au Burkina commencent pas à faire réfléchir l'autorité sécuritaire. Oui, mais en ici. même temps, peut-être cette façon de voir les choses comme si le terrorisme, c'est, je ne sais pas moi, c'est comme un fleuve qui se déplace. Il y a quelque chose de curieux parce que c'est un discours qui emballe des jeunes. Ce n'est pas forcément des gens qui vont venir du Burkina. Non. Non, mais ici, il y a les pivots. On peut trouver un certain nombre de personnes favorables à ce discours sur place. Vous connaissez la porosité de nos frontières pour faire entrer les armes. Ce n'est pas très compliqué. Mais le problème, c'est que les djihadistes n'agissent pas souvent seuls. Avant d'agir, il faut que tu aies un commandement. Alors, c'est vrai que il joue sur la pauvreté. Oui, c'est peut-être une seule personne qui est là. Il joue sur la pauvreté des populations. Il recrute des jeunes. Il les endoctrine et puis après, il les envoie en action. Mais pour des attaques du genre de ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire, c'est souvent des pros, hein, des les pros, comment ils deviennent pros? Ils sont formés qui, naturellement, effectivement, conduisent le groupe. Aujourd'hui, ce qui est très important, si on prend les pays comme le Togo, le Bénin aussi a commencé, nous avons aujourd'hui, au niveau du ministère de la Sécurité, un système qui consiste à renforcer le système de renseignement. Et les imams, les chefs religieux, que ce soit à Dapaon ou dans beaucoup de zones, sont invités chaque fois qu'il y a des mouvements suspects ou des personnes qu'on ne connaît pas à effectivement allumer un peu pour qu'on puisse commencer par faire les recherches. C'est ce qui nous a aidé et le Togo a arrêté des dizaines de terroristes qui sont entrés dans le pays. Ils viennent d'abord, ils s'installent et des fois, ils prennent des jeunes pour les former, les endoctriner et après, ils font les actions. Ce qu'il faut, c'est toujours rester éveillé et pour pouvoir lutter efficacement. Il y a aussi quelque chose qu'il faut voir. Nous parlons beaucoup du mode opératoire. Ils viennent à dos de moto. Ils sont très nombreux. Quand on vient à dos de moto dans la nuit, c'est pas du rodéo qu'on fait. 40 individus, donc en moyenne, ça fait au moins 20 motos. Oui. Ça ne passe pas inaperçu normalement. Oui, c'est ça, parce que vous savez, moi, je me dis, il y a une question aussi de coordination en ce sens que les services de renseignement n'ont pas réellement joué leur rôle. Et au-delà, également, je me dis aussi, c'est, comme je le disais, l'impréparation, une habitude en réalité, parce qu'on a toujours pensé que, voilà, ce sont les autres qui sont souvent inquiétés. Nous, bon, on ne l'a jamais connu, donc on n'est pas toujours en éveil, actif comme cela se doit. Mais aujourd'hui, je pense que cette attaque-là vient aujourd'hui réveiller les soupçons qu'on dit souvent que nos pays côtiers sont des pays où des bases arrières de ces djihadistes-là, et ça continue pas à l'être. N'eût été le fait qu'il y a eu cette opération-là, je pense que les gens n'allaient pas les attaquer, sauf qu'ils constituaient donc une base arrière pour leur permettre donc de pouvoir mieux attaquer les pays aujourd'hui à risque comme le Mali, le Niger, le Burkina Faso. Mais je pense, comme je le disais tantôt, il faudrait aussi une question de moyens, parce que n'oubliez pas que cette question de djihadisme, entre-temps, à ses débuts, avait montré un certain nombre de carences liées aussi donc, à cette coordination des armées. Quand je dis des armées, les forces de l'ordre et de sécurité. Parce que ce camp-là, il y avait les gendarmes et les militaires aussi qui étaient déployés. Et lorsque nous prenons aussi tous les champs que nous avions connus aujourd'hui, il y a même les policiers aussi qui sont engagés sur les terrains de combat. Donc il faudrait que ces carences-là ne puissent plus ressurgir. Et là, formation. Il y a une question de formation, il y a une question aussi de politique au Burkina Faso. Lorsque la question était évoquée, il y avait une question de politique qui était là. On disait qu'il n'y avait que le RSP qui était lourdement armé. Or, il y avait les gendarmes, les policiers, les autres corps militaires qui étaient aussi sur les fronts, mais qui n'ont pas des armements adéquats comme la RSP. Ça pose le problème. Donc, ça pose on a des régiments dédiés à la garde présidentielle qu'on arme très lourdement. Alors que ceux qui sont engagés sur le front, qui peuvent faire face à cette menace, oui, heureusement, c'est pourquoi aussi aujourd'hui, notre système au niveau du Togo a été apprécié. Parce que, comme vous l'avez dit, le schéma n'est pas la même chose aujourd'hui. Parce que nous avons pris le camp de l'ancien FIR devenu la BI. On l'a dit, c'est l'unité principale de l'armée togolaise. C'est-à-dire qu'au-delà du régiment de la garde présidentielle qui a aussi son nom, mais c'est le premier corps d'élite qui intervient. Donc ça voudrait dire que... Mais tout ceci, il y a aussi des tentacules. Le problème aussi, c'est que ce n'est pas tant, j'allais dire, dans le combat corps à corps, c'est d'abord dans le renseignement, savoir comment ils se déplacent. C'est pourquoi je dis la coordination. Parce qu'après, quand ils vous surprennent,
on voit ils sont plus lourdement armés. Tout à fait. C'est pourquoi la coordination, quand je dis la coordination au niveau, je l'ai dit tantôt, au niveau des renseignements, n'a pas réellement fonctionné. Donc il faudrait qu'il y ait cette coordination au niveau des renseignements de tous les pays. C'est vrai qu'au niveau interne, ça suit parce que nous avons une situation politique à conserver. Mais ce que moi je crains au niveau du Burkina Faso, de la Côte d'Ivoire, et qui peut ressusciter de vieilles habitudes que nous avons continuées, parce que nous avons tous les signaux qui sont rouges, avec les intentions politiques qui interviennent. Or, cette zone du Nord était conçue comme base arrière qui a permis à Guillaume Soro et ses troupes de pouvoir donc aller à la scission de la Côte d'Ivoire. On peut également retomber sur cette diasie-là pour réarmer encore d'autres. Alors, le sujet est très intéressant. Malheureusement, on a aussi le sujet sur Madagascar. On doit dire un mot là-dessus. 10 morts, 1203 personnes contaminées. Il y a le Covid-organisme, le médicament qui est là. Bon, certains disent que c'est que le médicament n'est pas efficace, mais est-ce qu'on peut le dire comme ça d'entrée? Le médicament, en fait, comme ce n'est pas encore il n'y a pas encore d'essais cliniques par rapport à Covid organique. Aujourd'hui, Madagascar... Il y a un débat sur essais cliniques, observation clinique. Non, en fait, ici, ce qui se passe avec Covid organique... Pour vous, c'est l'OMS qui doit faire tout ça pour dire, bon, c'est bon, utilisez. Non, ce n'est pas seulement l'OMS, ça doit être accompagné, en fait. C'est l'OMS ou peut-être l'État qui a trouvé le remède va aller vers l'OMS en coordination. Peut-être que ça peut s'accompagner et mettre les moyens pour trouver les essais cliniques. Actuellement, même, je crois qu'il y a le 3e essai qui est en train de se faire au niveau du Brésil. Qui va sortir bientôt fin juillet plutôt, et qui sera validé. Je crois que c'est comme ça que ça... Ici, c'est classé dans le champ de médicaments traditionnels. Et donc, ce n'est pas exclu. C'est pourquoi cette confusion que les gens entendent donner en disant que l'OMS a validé Covid organique, c'est archi faux. Il a exhorté Madagascar plutôt à aller dans le sens de comment l'appelle-t-on, d'essai, afin que si demain il approuvait, ça pouvait être approuvé, ça soit apprécié par tout le monde. Donc les gens ont relayé pour dire que non, que l'OMS, après beaucoup de menaces, a finalement accepté que Covid organique a des effets vraiment pour les choses. Mais c'est des tentatives. Aujourd'hui, et Madagascar, c'est un pays autonome, enfin, qui est souverain et qui aujourd'hui, par rapport à l'urgence de l'heure, peut-être tenter de dire en essayant tel, puisque pour le moment aucun remède, aucun vaccin n'est encore trouvé. Donc il faut que quand même chacun cherche à son niveau. C'est pourquoi on met toutes les forces en présence, on les met ensemble en coordination pour voir dans quelle mesure on peut trouver le vaccin. Donc cette cohabitation entre la médecine traditionnelle et la médecine moderne aussi est appréciée et encouragée. Rapidement, Madagascar, hier, a eu 41 nouveaux cas, donc ce qui fait qu'on a au total 1203 cas, 312 guéris quand même. Oui, 312 guéris, mais il ne faut pas oublier aussi que Togo... le nombre de guéris aussi s'augmente quand même. Nous n'utilisons pas le produit malgache. Aujourd'hui, ce qu'il faut reconnaître, c'est que le pays a fait quand même des efforts pour sortir quelque chose, mais l'entêtement à ne pas accepter l'homologation de l'OMS suite à des essais cliniques. L'OMS non plus, c'est pas son homologation, c'est pas la panacée. Elle a homologué beaucoup de médicaments qui ont tué plein de gens. Oui, mais je crois que c'est déjà un pas. Aujourd'hui, l'OMS a été plus que clair. L'OMS a écrit noir sur blanc que le produit malgache contribue à effectivement guérir beaucoup de symptômes du coronavirus, ce qui peut faire croire que ce produit est efficace pour guérir, traiter tout à fait le coronavirus. Mais aujourd'hui, le Madagascar doit faire un effort pour que le monde entier puisse reconnaître l'efficacité de son produit. Cela n'exclut pas que quand on a le produit, on ne peut pas avoir des décès. Bien sûr. Merci, on va à la pause et puis on revient après pour le dernier sujet.